Bonjour, ravi de vous retrouver, qu'il est doux de vous retrouver tous les samedis, tous les dimanches sur France 2 et notamment ce matin avec une écrivaine, une romancière, une femme qui nous fait vibrer, qui sait aussi nous raconter des histoires magnifiques. Cette fois, c'est une histoire contemporaine et c'est Tatiana Droné qui est notre invitée ce matin. Bonjour Tatiana. Good morning, Catherine. Ah, good morning, good morning. Eh oui, inutile de vous dire que c'est l'anglaise qui parle. Du côté de sa maman, elle est anglaise et puis bien sûr, Joël de René, le scientifique que nous connaissons, qui est son papa. Vous avez quand même de la chance, vous êtes né dans une famille semblable. C'est vrai, vous avez raison. J'ai une très très belle famille et j'en suis très fière. Ouais. Vous en étiez toujours consciente ou pas? Est-ce que vous aviez même un complexe de classe? En fait, j'ai eu conscience très tôt d'avoir une famille pas comme les autres. Parce qu'il y avait donc le côté russe, mauricien, français par mon père. Rien que ça. Et bien sûr, les Anglais par ma mère. Donc j'ai eu très tôt conscience d'être un melting pot. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'essentiel, Tatiana, sur vous pour mieux vous connaître, pour savoir qui vous êtes? Quelque chose d'essentiel. Que j'ai beaucoup d'humour, en fait, que j'écris des livres tristes, mais que je suis assez joyeuse dans la vie. Mais quand est-ce que vous allez vous lâcher, alors, dans vos écrits? Ceci dit, il y a souvent des pointes d'humour dans mes livres, mais je préfère être grave dans mes livres et joyeuse dans la vie que le contraire. Alors, vous a fait une surprise. Bon, maintenant, vous la connaissez, mais les téléspectateurs, pas encore. Oui. Voilà, ça s'est passé sur une 2 roues, enfin 3 roues en définitive pour vous. Mais c'était un sorte de fantasme de la part de Tatiana. C'était incroyable. Incroyable. Bon, allez, on n'en dit pas plus. C'est dans quelques minutes. Alors, vous avez le goût du secret. D'ailleurs, il y a une clé. Est-ce que la clé, c'est pour ouvrir le coffre? Voilà, et c'est la clé que je ne quitte jamais. C'est un cadeau de mon éditrice américaine. Elle me l'a offerte à l'occasion de la sortie d'Elle s'appelait Sarah, puisque ce titre en anglais s'appelle Sarah's Key, la clé de Sarah. Donc je la porte toujours. Alors, quand même 11 millions d'exemplaires vendus. Oui. Mais c'est énorme. Mais j'y pense pas trop. Mais vous êtes richissime. Non, je vous explique pourquoi. Parce que d'abord, c'était graduellement, ça s'est passé petit à petit. Puis aussi, on paye des impôts. Voilà. Et puis c'était il y a un certain temps maintenant, Elle s'appelait Sarah quand même. C'était il y a 10 ans, Catherine. C'est vrai. Voilà, vrai. et puis je n'ai pas vendu ces chiffres-là de mes autres livres, qu'on se calme. Hein. Alors, il y a celui-là dont on va parler, Sentinelle de la pluie, on va l'évoquer, c'est votre actualité. Vous êtes né donc à Neuilly-sur-Seine, vous grandissez dans un milieu, comme on dit, assez aisé, bourgeois, intellectuel, et vous êtes une petite fille très timide, assez rêveuse, en fait. Pourquoi vous aviez ce besoin en fait, d'être un peu même introvertie, je dirais presque? J'étais timide, je ne le suis plus d'ailleurs, heureusement. Mais j'étais assez timide et j'avais peur de me dévoiler. Et en fait, j'aimais bien raconter des histoires. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenue écrivain. Parce que j'avais des histoires à dire et à raconter, très très jeune, puisque ça a commencé à l'âge de 10 ans. Avec un complexe, tout de même, un complexe physique. Vous avez été anorexique, vous avez vraiment vécu cette maladie. Adolescente, j'étais plutôt boulotte, on va dire. Et très complexée, parce que j'avais une sœur et une mère qui étaient ravissantes et filiformes. Et moi, j'étais un peu le vilain petit canard de la famille, donc j'étais très, très, très complexée par rapport à ma mère et à ma sœur. Mais à partir de quand vous avez eu confiance en vous? Quand j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc à quel âge? 25. Ah oui, c'est... Il faut attendre 25 ans. Ben oui, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Vous étiez une jeune fille, on le dit, mal dans votre peau. Il y a pas mal d'écrivaines, en fait, qui ont vécu cette maladie. Oui, je pense à Amélie Nothomb, notamment. Delphine aussi, Vigan, qui était à votre place il y a quelques mois. Est-ce que, justement, d'écrire, c'est un exutoire, ça fait du bien, c'est une thérapie? Moi, j'avais commencé à écrire bien avant d'avoir tous ces problèmes-là, puisque j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Et cette période d'anorexie, heureusement, n'a pas duré trop longtemps. Je dirais que l'écriture, pour moi, c'est pas vraiment une thérapie. Ça fait tellement partie de ma vie que je ne peux pas m'imaginer ne pas écrire. En fait, j'écris pour vivre, en fait. C'est un souffle pour moi. C'est une raison de vivre. C'est une raison d'être. Quel est votre premier acte, pas révolutionnaire, mais d'émancipation, de rébellion, éventuellement contre la famille, contre les codes? J'étais punk. Quand j'étais à l'université en Angleterre, oui, je sais que vous avez du mal à le croire en me regardant. Comment? Eh ben, j'avais les cheveux un peu sur la tête comme ça, et teints en noir. Et j'avais plein de boucles d'oreilles. Puis je m'habillais un peu en punk. C'était no future. Des choses comme ça. Voilà. Alors c'était très à la mode en Angleterre d'être punk. Un peu moins en France. Et d'ailleurs, quand je suis revenue avec mon attirail punk à Paris, on m'a vraiment regardée, on m'a dit « Tatiana, vraiment, tu fais tellement anglaise, arrête !»
La suite, votre parcours, elle nous a raconté ce matin par Magali Defer. J'adore raconter des histoires. Eh bien, ce matin, c'est nous qui allons raconter votre histoire façon conte de fées. Il était une fois une petite fille de bonne famille entourée de parents aimants et surprenants. Mon pédigré n'est pas très classique, ça c'est sûr. Un père surfeur aux airs de savant fou Je suis plutôt un éclaireur, peut-être un futurologue. et une mère anglaise aux petits soins. Au déjeuner, nous avons une salade composée de soja. Tel est l'univers des Ronais. Tatiana, elle, se rêve en disco queen. Ou pourquoi pas en présentatrice du 20h. Bonsoir à tous. Finalement, sa passion pour les mots l'emporte. Très tôt, elle les apprivoise en anglais. En français, écrit son premier roman à 11 ans. En 92, alors journaliste pour la presse écrite, elle s'aventure dans les méandres de l'édition. C'est Tatiana. Avec cette première publication. Mais la jeune écrivaine a beau semer quelques ouvrages sur son passage, elle peine à trouver le chemin du succès. Oh là 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 là! Ce n'est que 15 ans et quelques cheveux blancs plus tard que la bonne fée Héloïse se penche enfin sur son destin. Je l'ai regardée très étonnée. D'un coup de baguette, elle transforme Tatiana en véritable reine des ventes. Ça a été un moment complètement magique. 11 millions d'exemplaires vendus pour Elle s'appelait Sarah, traduits dans une quarantaine de pays. Souvent, je me dis, je vais me réveiller, je vais me pincer, et tout ça n'est pas vrai, mais heureusement, c'est vrai. Et le rêve se poursuit avec l'adaptation de ses romans sur grand écran. À chaque fois des histoires où les familles ont des secrets, les murs une mémoire. La magie opère aussi lorsqu'elle écrit une biographie, celle de Daphné du Maurier, son auteur préféré. Je l'ai lu pour la première fois, je devais avoir 10 ans. Et j'ai eu un coup de foudre. Elle m'a donné envie d'écrire. Devenue l'une des auteurs les plus lues de France, aujourd'hui Tatiana vit heureuse et mène une carrière remplie de best-sellers. Et en effet, Magali dit un succès qui est arrivé sur le tard. Vous aviez, je crois, 47 ans. 45. Ah oui, 45. À qui vous devez ce succès? À vous? Je pense que c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe, en fait. Donc un concours de circonstances? Peut-être le fait que ce livre s'est retrouvé à ce moment-là entre les mains d'Héloïse d'Ormesson, qui a su, alors que le livre avait été, Elle s'appelait Sarah, avait été refusé par je ne sais pas combien d'éditeurs. On appelle ça perfect timing en anglais, et je crois peut-être que c'était là, maintenant, cette année-là, peut-être que... Ça donne le vertige d'ailleurs, Tatiana. Parce qu'on se dit que vous auriez pu passer à côté et que plein de personnes là, qui nous regardent ont peut-être envoyé des manuscrits aux éditeurs et ils ne seront jamais publiés. Ça donne le vertige dans le sens où ça tient à quoi? Ouais. Ça tient à une rencontre avec une personne qui vous dit « Moi, je crois en ce livre ». Alors que personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Il y a eu 40 refus pour Elle s'appelait Sarah. Donc c'est vrai que c'est fou. On parle d'Héloïse d'Ormesson, c'est la fille de Jean d'Ormesson. Quel souvenir vous gardez, vous, de Jean d'Ormesson? Extraordinaire, j'imagine, comme vous. Comme nous tous, ouais, c'est Oui, sûr. j'ai un souvenir d'être dans un avion privé avec lui. Et tout le monde dormait. Et il me regardait au-dessus du Figaro qu'il lisait comme ça, avec ses yeux bleus. Et il m'a chuchoté, il m'a dit « Tatiana, vous vous rendez compte, je m'envoie en l'air avec vous. » Eh oui, humour et grand séducteur, c'est sûr. Oui. Vous êtes une vraie geek. Hein. Alors ça, quand on parle de Tatiana, on dit, alors, vraiment, elle a cet esprit-là. Quoi. Réseaux sociaux, vous êtes souvent sur Twitter, moi je vous suis d'ailleurs. Vous croyez, vous, à l'influence des réseaux sociaux, notamment à des booktubeurs, vous voyez, des gens Alors, qui... mon père, qui était un grand futurologue, comme vous le savez, il m'a parlé très tôt du fait que voilà, il allait y avoir un réseau social, plusieurs réseaux sociaux sur lesquels les gens peuvent s'exprimer. Il était pionnier, lui. Hein. Bien sûr. À une époque, rappelez-vous, il y avait les blogs. Déjà, j'avais un blog où je racontais un peu mes conseils de lecture, ce que j'avais aimé, moins aimé, etc. Donc oui, bien sûr, on écoute maintenant. Alors, Catherine, vous savez bien, vous êtes sur Twitter aussi. Parfois, on voit des choses assez terribles sur Twitter. Parfois... on peut dire quelque chose, ça dérape immédiatement, ça devient, ça s'emballe, c'est une espèce de spirale infernale. En même temps, regardez, c'est quand même le moyen maintenant, tellement d'hommes politiques, de femmes politiques s'expriment par Twitter, les écrivains s'expriment par Twitter. C'est devenu, je comprends aussi ceux qui ne veulent pas. Amélie Nothomb, par exemple, Delphine de Vigan, pour les citer, elles ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, elles répondent par écrit. Et je respecte ça complètement. Mais moi, j'aime bien ce contact-là avec mes lecteurs, qui parfois est très surprenant. Mais vous êtes prudente, hein? Je suis prudente, bien sûr, mais ceci dit, il m'arrive de prendre position sur Twitter. Hein. J'ai déjà essuyé des commentaires de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec des commentaires que je peux faire sur des situations politiques. Sur quoi politiques. notamment, vous vous en souvenez? Des situations politiques, par exemple les élections.
les dernières élections. Et puis, c'est vrai aussi que j'avais pris beaucoup position pour le mariage pour tous. En 2013, à une époque un peu difficile, hein, souvenez-vous. Et là, j'ai essuyé toutes sortes d'insultes épouvantables. Voilà. Je suis tombée alors, sur les réseaux sociaux, justement, sur un tweet de votre père. Ah oui, parce Joël que c'est moi qui suis son professeur de tweet. Bon, c'est un bon élève. Et alors, ça m'a fait rire parce que, alors, il dit, il vous dit, nous sommes dans les meilleures ventes. Oui. Voyez, lisez. Ça fait drôle d'être tous les deux ensemble dans le palmarès des meilleures ventes. Et moi, j'avais mis Bravo Dad, et je mets toujours cette espèce de petite figure qui fait une danse comme John Travolta, parce que ça me fait penser à mon père, parce qu'il est toujours dans l'action, pour les excellents scores de vente de la Symphonie du Vivant. Parce que oui, moi, je défends... En fait, je vais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour parler des livres des autres. J'aime pas tellement les auteurs qui viennent toujours parler de leur bouquin. Je trouve ça un peu lassant. Donc moi, je vais faire la promo de mon père. Et lui fait la mienne. Vous assumez vos cheveux blancs depuis de très nombreuses années. Je pense que vous aviez une des premières, d'ailleurs. Pionnière. Pionnière aussi. Mais alors, aujourd'hui, il y a une mode, il y a cette tendance. Oui. Ça relève de quoi, ça Comment vous expliquez ce phénomène? Alors, mon amie Sophie Fontanelle, pour ne pas la nommer, elle a écrit un joli livre, hein, une apparition, sur son parcours à elle, comment elle a décidé d'arrêter de se teindre les cheveux. Moi, j'avais commencé un peu avant, on va dire. En fait, c'est plutôt positif, je trouve. Il y a eu une telle pression pour se teindre à une certaine époque. Maintenant, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il ou elle veut. S'il y a des femmes qui se teignent les cheveux, tant mieux. Moi, je sais que voilà, je suis comme ça, je n'ai pas envie de l'éteindre. On a trouvé d'ailleurs une photo de vous, où vous étiez plutôt poivre et sel. Châtain, non? Châtain. Ah oui, voilà. J'avais 18 ans. J'avais déjà des petits cheveux blancs là, mais ça ne se voit pas sur la photo. Et j'étais très joufflue, comme vous pouvez voir. Et puis à côté, ensuite, poivre et sel. Il y a eu cet intermédiaire. Ouais. Au début, ce n'était pas facile. Hein. Plein de gens me disaient, mais tu devrais te teindre les cheveux, c'est pas joli. Et puis l'homme de ma vie, toujours lui, me disait, mais non, c'est très joli. Et il appelle ça d'ailleurs poivre et sexe. Bon, et donc c'est grâce à lui aussi. Je pense que quand on a le regard de l'homme qui vous aime, peut-être que s'il m'avait dit, Tatiana, il faut absolument que tu teignes les cheveux, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que lui, il les a blancs? Ah oui, ça y est, il me rattrape là, ça y est. On a passé une journée avec vous, Tatiana, et Ah vraiment, oui. C'était une super journée. En tout cas, j'espère pour vous. C'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose. La surprise était grande. On vous en dit pas plus. On vous a emmené à Villiers-sur-Marne. Pourquoi? Vous allez le comprendre. C'est Magali Defer et Anne-Rousse Les Blancs qui étaient à l'origine de cette surprise. C'est très mystérieux. Est-ce que vous aimez les surprises, Tatiana? Oui, mais je suis toujours un peu angoissée. Je me demande ce que vous me réservez. On va tester votre rock'n'roll attitude. Oh là! Vous allez me faire danser dans une boîte. Vous allez pouvoir vous prendre pour Brigitte Bardot. Vous ne reconnaîtrez plus personne. Oh là 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 là! Ah, je vais faire de la Harley. J'aurais dû prendre mon Perfecto. Alors vous savez pourquoi? Parce que rappelez-vous... Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé. Piloter une Harley Davidson. Oh mon Dieu! Et en plus, conduit comme un pied, hein. C'est incroyable ici. Vous êtes dans un magasin de jouets pour adultes. Ça me rappelle plein de souvenirs quand je viens là, parce que j'ai donc une héroïne d'un de mes livres, Boomerang, qui est une conductrice de Harley Davidson. Oh, mais celle-là, elle a l'air incroyable. Presque too much, celle-là. Hein. Peut-être que c'est le fait que j'ai grandi en Amérique, donc j'ai dû voir passer des Harley assez tôt dans ma jeunesse. J'avais des petits copains qui avaient des motos, et j'aimais bien aller derrière eux en moto. Ça, c'est sûr. J'ai toujours aimé les motards. Vous avez envie d'essayer? Pourquoi pas? Bon, ben, on y va. Oh non. Voilà, maintenant, let's go. On va vous équiper. Allez. Ça va. Vous allez avoir les mêmes sensations qu'en roulant, sauf que vous faites du surplace. D'accord. Incroyable. Waouh. Ah, déjà, on a une sensation. Donc, pour démarrer, il faudra accélérer un petit peu. Voilà. Relevez doucement l'embrayage, vous allez caler. Je peux pas y arriver, hein. J'ai cassé la moto. Oh. J'avais prévenu que j'étais une gourde du volant. Je suis une gourde du volant qui aime la moto. Ça vous dit maintenant de rouler? Vraiment d'essayer? On va essayer. D'avoir votre premier cours de conduite? Allez, on va essayer. Je garantis rien, mais je vais essayer.
que c'est vraiment une moto de légende. Et pour moi, c'est ça, c'est la liberté. Moi, je pense qu'un écrivain est quelqu'un de rebelle. En tout cas, moi, je le suis parce que j'aime bien ne pas rester dans la zone de confort. Parfois, on peut penser que je suis une dame BCBG, qui est un peu lisse. Je suis quelqu'un de plus surprenant que ça. Vous pourriez peut-être aller là-bas et me laisser me débrouiller et aller loin. Parce que là, vous me stressez totalement. Un petit peu plus haut, l'embrayage. Voilà, bloquez l'embrayage. C'est une question d'attitude, j'imagine. De rock'n'roll attitude. On s'arrête, donc on débraye. On débraye. On coupe les gaz d'abord, on débraye et on freine Et on doucement de freine. l'avant. Et on remet le point mort. C'était super. Vous vous débrouillez comme une chef. Je crois que je vais recommencer. Et relevez doucement. Voilà, enlevez votre main de l'embrayage, vous n'en avez plus besoin. Voilà. Débrayez, arrêtez d'accélérer, Oui. débrayez. Je suis pas une conductrice. Je suis un écrivain qui se fantasme à moto. C'est un moment magique, génial. Très très chouette surprise. Vraiment, merci. Je repars avec ma copine. Ça c'est Thelma et ça c'est Louise. Oh là là. Extraordinaire. C'est vrai? Ah, Belle sensation. Bon, au début, j'ai eu un peu peur quand même, parce que je me suis dit, est-ce que je vais y arriver et tout. Et après, c'était fabuleux. J'ai eu un moment de Mais liberté. ça vient d'où ce fantasme, cette envie, ce désir? Parce que je pense que j'ai une part assez rebelle. Et j'avais imaginé donc cette motarde thanatopractrice croque-mort dans Boomerang, très bien portée à l'écran par Audrey Dana dans le film de François Favra, Boomerang, adapté de mon livre. Et en fait, ça doit être un côté un peu caché. Alors, peut-être que dans une autre vie, j'ai été une motarde. Tatiana, quand on parle de votre livre, ça fait maintenant quelques temps maintenant qu'il est sorti, c'était début mars. Est-ce qu'on n'en a pas assez de faire la promotion de son livre? Est-ce qu'on ne se dit pas, oh là là, il va falloir que je répète tout le temps la même chose? Pas quand on vient vous voir. Ah, ça c'est sympa. Parce qu'on se sent tellement bien dans votre regard bienveillant. D'ailleurs, vous pourrez me faire parler de n'importe quoi, Catherine. D'accord. Bon, pas parlons de n'importe quoi. Mais vous êtes une des alors. seules. Vous pourrez me faire dire plein de choses que je ne dirais pas aux autres. Oui, vous avez raison, il y a peut-être une petite lassitude, mais là, c'est encore un peu récent, parce qu'il est sorti le 1er mars, donc voilà. Alors évidemment, quand je vous entends en parler, j'entends résonner l'actualité, parce que ça s'appelle Sentinelle de la pluie, et la pluie est très présente, et la crue de la Seine est très présente. Bon, alors on se dit, mais attends, elle est voyante, Tatiana, elle est voyante. En fait, on ne savait pas que vous aviez une petite roulotte, on savait pas. Mais j'ai ça. pas fait exprès, vous pensez, mais ce qui a été très bizarre, c'est quand j'ai commencé à écrire ce livre en 2015, j'avais déjà donc le projet d'écrire sur une crue de la Seine qui se passerait en janvier 2018. Donc déjà, première surprise, la Seine sort de son lit, rappelez-vous, en juin 2016, et de façon spectaculaire. Ça a fait la une de la presse, et là je me suis dit, ah là mon Dieu, quelqu'un va avoir la même idée que moi. J'ai eu peur, je me suis dit... Et là, vous étiez en train d'écrire à ce oui, moment-là. j'avais presque fini le livre. Et ensuite, après ça, un mois avant la sortie du livre, rebelote, en janvier, pratiquement les mêmes dates que celles qui sont dans le livre, la Seine a recommencé à sortir de son lit. Et là, les gens m'ont dit, mais vous êtes une sorcière ou quoi Enfin, une sorcière, ma sorcière bien aimée, on va dire. Allez. Oui, c'est ça, oui. Comment vous le pitcheriez? Vous savez, ce mot affreux, mais que vous connaissez Alors, bien. je dirais que c'est l'histoire d'une famille qui ne sait pas communiquer, qui se retrouve à Paris pour un événement heureux, un anniversaire. Et cette famille va être soumise non seulement à cette lente montée des eaux, parce que la Seine va complètement inonder Paris, lentement mais sûrement, mais aussi une montée des sentiments, un débordement des sentiments, puisque c'est une famille qui ne sait pas se dire les choses. Et là, ils vont être obligés, vu ce que je leur inflige, de mettre des mots sur leurs mots MAUX. Est-ce que ça vous va? Quel est le personnage qui vous attache le plus? J'aime tous mes personnages. Je les aime tous. Je dirais que c'est Paul, le papa arboriste, l'homme qui murmure à l'oreille des arbres. Il a 70 ans. Qui me touche parce qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas dire les choses. Il passe sa vie soit à écouter David Bowie, soit à regarder les arbres, un peu comme cet homme, vous savez, qui a écrit ce livre merveilleux, La vie secrète des arbres, Peter Wollenben. C'est vrai qu'il est mutique. Hein. Il ne sait pas parler. On ne sait pas ce qu'il aime, on ne sait pas qui il est vraiment. Donc je me suis attachée à lui. Et puis bien sûr, mon héros, Lyndon, qui ne s'appelle pas Lyndon par hasard, d'ailleurs,
Mes lecteurs vont découvrir pourquoi il s'appelle Lyndon, qu'est-ce que ça veut dire. Je me suis beaucoup attachée aussi à lui parce qu'on suit, même si je ne suis pas à la première personne, mais on suit tout ce qui arrive à cette famille à travers son regard à lui. Et il est photographe, donc il a un regard particulier sur le monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, dans cette scène inondée, dans ce Paris inondé par la Seine, il va être obligé de se mettre à travailler et de prendre des photos de ce Paris de chaos que je décris, puisque ma crue monte jusqu'à 9 mètres. Oui, alors ce garçon, effectivement, il est photographe. D'ailleurs, vous puisez quand même un peu dans votre vie personnelle, parce que votre fille est photographe. Et puis, vous parlez de son homosexualité. Et là, moi, je ne vous ai pas entendu beaucoup en parler. Je connaissais bien sûr l'homosexualité de Louis, votre fils. Mais vous l'avez rendu public par ce livre. Vous en aviez besoin? Le coming out de notre fils s'est bien passé. Il avait 16 ans. Il nous a dit les choses très spontanément. C'est une grande preuve d'amour de dire à ses parents « j'ai quelque chose à vous dire, voilà, je suis gay ». C'est pour ça aussi que je soutiens cette association, le Refuge. On en a déjà parlé ici, Catherine. Parce que pour tellement de jeunes, ça ne se passe pas comme ça. Et j'avais envie non seulement de parler d'un moment où un enfant révèle à ses parents qu'il est gay, la vulnérabilité de ce moment-là, le courage qu'il faut avoir. J'avais envie de parler de ça. Et j'avais aussi envie de parler de comment nous, les parents d'enfants homo, qu'est-ce qu'on est capable de nous dire? Les remarques terribles qu'on est capable de nous dire à nous parce qu'on avoue ou parce qu'on dit qu'on a un enfant. Et quelles gay. ont été les manifestations? Alors, en dehors du roman, on sort un petit peu de ce livre. Vous, comment vous l'avez vécu? C'est-à-dire, il y a eu des violences verbales qui vous ont été dites en raison de l'homosexualité de Louis? Oui, bien sûr. Mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène dans ce livre où la maman de Lyndon, d'ailleurs, dit à son fils les remarques qu'elle a pu avoir, qu'on a pu lui dire. Et ça m'est arrivé. Voilà. Et j'ai rencontré aussi des parents d'enfants gays qui m'ont aussi fait part des remarques qu'on avait pu leur dire. Par exemple, cette remarque terrible, je préfère avoir un fils en chaise roulante qu'un fils homosexuel. C'est terriblement blessant et épouvantable d'entendre ça, Catherine. C'est vraiment... On a du mal aujourd'hui à penser qu'on peut entendre ce type encore de discours, alors qu'aujourd'hui, voilà, on en parle très, très librement. Vous avez tort. Ah oui. Avant-hier, j'étais avec les jeunes du Refuge qui m'ont raconté leurs histoires. Ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans. Certains viennent de pays où l'homosexualité est considérée comme un crime. Il y a une jeune femme qui vient de Tchétchénie. Il y a un jeune homme qui vient du Gabon, l'autre du Mali. Et il y en a d'autres qui ont été jetés de chez eux. Mais ils sont tous jetés de chez eux. Ils sont tous jetés de chez eux parce qu'ils ont fait un coming out. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant de se dire qu'encore aujourd'hui, en 2018, on peut rejeter son enfant parce qu'il est gay. Est-ce que Louis est parti, je crois qu'il vit en Angleterre aujourd'hui, pour cette raison aussi? Parce que c'est plus facile, en fait, de vivre son homosexualité peut-être à l'étranger. Il faudrait lui demander. Je ne crois pas. Je vous rappelle qu'il est un quart anglais. Qui parle parfaitement la langue et qu'il a toujours été très attiré par Londres et par la musique anglaise comme sa mère. Et il est très heureux là-bas. Il y a notamment ce chanteur qui est très, très présent dans le livre. Eh oui, David Bowie. Mon idole. Je l'aime d'amour. Qu'est-ce que vous aimiez en lui? Sa différence, son originalité. Il n'y avait personne comme lui, il n'y aura jamais personne comme lui. C'était un caméléon, il se réinventait en permanence, il n'avait pas peur de prendre des risques. Je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les artistes doivent toujours faire la même chose. Voilà, qu'on a peur de déplaire. Et ben moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'un artiste doit prendre des risques, même si c'est difficile, même si on peut décevoir, heurter des sensibilités. David Bowie, voilà, il n'avait pas peur de décevoir. Et d'ailleurs, je pense qu'il décevait peu parce qu'on était embarqué par lui. On était ému, touché, séduit par lui.
par lui et ça continue. À quelle personnalité vous avez dédicacé votre livre? Alors, je l'ai dédicacé à plusieurs personnes qui m'ont d'ailleurs très gentiment répondu. Je l'ai envoyé à notre président parce qu'il figure dans le livre. À un moment, il y a un jeune président qui est obligé de gérer la crue. Et je ne cite pas Emmanuel Macron, mais je dis un jeune président aux yeux bleus. Et donc, je me suis permis Mais de ça lui aurait rappeler... pu être une présidente à l'époque. Oui, vous avez raison, ça ne l'a pas été. Et donc, je me suis permis de lui dire qu'il était en terrain inondable à l'Élysée. Il m'a répondu une très gentille lettre. Et je l'ai aussi envoyée à notre maire, Anne Hidalgo, qui m'a répondu il n'y a pas très longtemps, en me remerciant d'avoir parlé de ce risque de crue qui peut se reproduire, Catherine. Je ne sais pas si vous le savez, ça, mais j'ai rencontré des hydrologues et des fluviologues qui m'ont expliqué très clairement que nous risquons de connaître très prochainement une crue, comme en 1910, comme dans mon livre. Est-ce que vous pourriez écrire un scénar pour le cinéma, écrire des dialogues? J'ai fait ça déjà. Et vous avez aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pourriez être actrice? J'aimerais bien, mais je pense que c'est trop tard. Venez avec moi. Oh là là. Regardez. C'est un plateau de cinéma. Vous êtes là, Tatiana. Ah mon Dieu. Nous avons une Qu'est-ce que caméra. c'est que cette histoire? Ce sont vos premiers essais. Voilà, asseyez-vous. Vous avez dans l'écran Mes mots. des mots, des répliques que vous connaissez, puisque ce sont des répliques qui sont extraites de votre livre. Donc, je vais vous demander de dire ces phrases, D'accord. voilà, de différentes manières. Alors, tout d'abord, la première. Donc, j'étais tellement inquiète, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Je voudrais que ce soit sur un ton triste. J'étais tellement inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Séductrice. J'étais tellement inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. En colère. J'étais tellement inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Amoureuse. Oh, j'étais tellement inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Stressée, angoissée. J'étais tellement inquiète. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Linden, n'aie pas peur, dis-moi ce que tu as à dire. Séductrice. Linden, n'aie pas peur. Dis-moi ce que tu as à dire. Je sens que vous prenez du plaisir. Mais j'aime bien. Mais pourquoi vous n'allez pas négocier en Mais fait je sais avec pas par les où réalisateurs? Je ne sais pas par où recommencer. Je ne saurais pas où aller. J'aimerais bien. J'ai fait des petites apparitions dans plusieurs de mes films. Presque à chaque fois. Oui, comme Hitchcock. C'est ça. J'ai adoré faire ça. C'est magique. Mais bon, si vous avez des tuyaux, hein. Ce matin, on comprend là peut-être qu'on qu'il y aura quelqu'un a qui une va actrice dire, là, ah, qui est c'est présente. Quelle est la place de l'amitié dans votre vie, Tatiana? Ah, une place primordiale. Primordiale. C'est vraiment très, très important pour moi, mes amis. Bon, je crois qu'on en a rencontré deux. Ah, c'est vrai. Si je vous dis Antoine Westermann, Ah, c'est un chef. et un amour. Un chef étoilé qui était à Strasbourg jusqu'à présent. Si je vous dis Marie-Claude Pietragala, Ah, ben c'est une magicienne. elle aussi très étoilée, c'est une étoile, une superbe danseuse. Tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Ah, c'est Tatiana. trop sympa. Où est-ce qu'elle est? Elle fait partie de ces femmes. On se voit pour la première fois, on discute et on a l'impression de se connaître. Le moment qu'elle partage avec vous est un moment privilégié où personne d'autre n'a accès. C'est quelqu'un, je trouve, de très direct. C'est tout de suite ce qui m'a plu. Quand elle dit quelque chose, elle le pense. Et c'est tellement plus facile dans la vie de savoir à qui vous avez affaire. Tatiana, elle n'est pas lisse. C'est une personnalité, à mon avis, très complexe. C'est vrai que quand elle est face à moi, quand on se regarde, le sourire peut s'arrêter là. Mais c'est très souvent un sourire avec un point d'interrogation. Qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Et ça, j'adore. Oui, Tatiana, elle est très curieuse. Quelque chose en commun, c'est qu'on est végétariennes toutes les deux. Vous savez, quand vous vous retrouvez à table et puis qu'on dit qu'est-ce qu'on va prendre? Elle me dit moi je suis végétarienne. Je lui dis moi aussi. Je dis ça va. Alors on est deux emmerdeuses entre guillemets. Tatiana, si tu as envie qu'on passe à table, j'arrive. Je t'embrasse.
Merci c'est à merveilleux. tous les deux. Bon, vous n'êtes pas très surpris Non, par mais les ça me touche propos, parce ils vous que connaissent bien. c'est des amis un peu récents, en fait. C'est des gens que j'ai rencontrés il n'y a pas très très longtemps, mais avec qui on a vraiment eu Un coup de cœur. une espèce d'élan. Mm. Voilà. Marie-Claude Pietragala, d'ailleurs, a sorti ce livre que pour les 10-12 ans, et elle raconte en fait son parcours d'étoile. Oui, oui. Ouais, ça va donner envie à toutes les jeunes filles, les petites filles, de devenir effectivement danseuses étoiles. Vous auriez aimé faire autre chose qu'écrivaine? J'ai fait de la danse aussi, Ah ouais beaucoup, oui. Mais je suis Mais pas en devenue, tant que professionnelle. non, mais je suis devenue trop grande. Mais j'en ai beaucoup fait, et c'est pour ça que je suis fascinée par Pietra. J'aurais Vous aimé être danseuse, chanteuse, musicienne. J'aurais aimé être une autre artiste, en fait. Mais ça aurait toujours été dans l'art. J'aurais pas pu faire un autre métier dans un autre domaine. Vous savez qu'on n'a pas changé dans Thé au Café, il y a toujours le dos à dos. Oui. Vous êtes partante? I'm ready. On y va. Dos à dos avec vous, Tatiana de René, des réponses du tac au tac. Qu'est-ce qui est le plus insupportable quand on partage votre vie? Je supporte pas le bruit. Le mot anglais ou français le plus sensuel? Love. La dernière fois que vous avez tweeté trop vite et que vous l'avez regretté? Ah, je fais très attention. Oh là là. Ah, vous vous relisez plusieurs fois? Ah oui, oui, je fais très très attention. Je tweete, je me relis 7 fois. La dernière fois que vous vous êtes dit « ce n'est plus de mon âge », Bah justement, quand j'étais sur cette Harley Davidson, là, mais après j'ai tellement kiffé que j'étais contente. seriez-vous prête à vous teindre en brune ou en blonde ou en rousse, mais par amour? Oh là là. Bah oui, bien sûr, mais sinon j'ai une perruque. Hein. De quelle couleur? J'en ai une blonde. Je pourrais la mettre la prochaine fois, vous allez voir. Ah, pas mal, tiens. c'est spécial. Allez, chiche, on fait ça. Votre juron préféré? Oh là. J'en ai plusieurs. Je dirais tout simplement fuck. Pardon, maman. Quelle personnalité vous inviteriez pour un dîner idéal? Plusieurs personnalités? Alors, Brigitte Macron, David Bowie, Patrick Modiano et ce grand nageur, Camille, ce beau nageur, je pense, Camille Lacour. Oui. Voilà. Exact. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ouais, c'est bien. Ouais. Pas beaucoup de femmes. Hein. Ah ben, si je pouvais en rajouter une, Michelle Obama. J'aimerais bien. Pas mal. Oui. On peut venir. Oui, d'accord, d'accord. Un endroit insolite pour une rencontre amoureuse. Tout en haut de la Tour Eiffel. À qui refuseriez-vous de dédicacer votre livre? À Jean-Marie Le Pen. Quel serait votre pseudo d'actrice porno? Alors, Tamara Flou. Ah bon? On sait d'où ça vient, non? Non. D'accord. Votre remède, Tatiana, contre la déprime? Le fou rire. D'accord. Un tue-l'amour rédhibitoire? La mauvaise haleine. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Le chewing-gum, j'en consomme beaucoup, c'est pas très sexy. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Ses yeux, ses mains, ses fesses. La chanson que vous adorez chanter sous la douche, Bah, moi, j'aime bien chanter Billie Jean. ça donne quoi? Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. Super. She's just a girl. C'est une danseuse, Tatiana. C'est Mais une vous aussi. danseuse. Dansez avec nous. Mais dansez. Mais allez, Vous êtes derrière vos dansez. caméras. Ils sont plantés là. Bon, c'est quand même joyeux, non? Ah oui, c'est bien. De t'amener comme ça. Ah oui, Bon. Merci Catherine.
Ah, il faut s'amuser. Il faut rire un peu dans la vie. Ah, ça c'est certain, ouais. Je voulais vous offrir deux livres de confrères et de consoeurs. Anne-Marie Revol, L'étoile russe, c'est chez Jean-Claude Lattès. Vous connaissez l'histoire de Yuri Gagarin. Évidemment, cet exploit absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire des 50 ans, en fait, de cet exploit. Il a fait le tour de la Terre en capsule spatiale. Et elle raconte, mais à travers aussi des personnages, c'est assez romancé et à la fois, c'est le destin de cet homme. Et puis aussi Thierry Beccaro, bien sûr, qui anime le jeu Motus. Mais ce qu'on ne savait pas, en fait, c'est qu'il avait eu une enfance très douloureuse. Il raconte, en fait, les violences qu'il a subies, les violences morales et aussi physiques de la part de son père. C'est un récit vraiment bouleversant et on apprend beaucoup, en fait, sur la fragilité aussi de Thierry Beccaro, que moi, particulièrement, j'aime beaucoup. Et c'est un récit qui est publié chez Plomb. Et vous qui vous intéressez beaucoup aussi aux blessures, je pense que vous aurez plaisir à lire ces livres. Vous savez que demain, dimanche, on retrouvera Bernard Lavilliers. Vous aimez, vous? Oui, j'aime bien, un côté un peu rock. Et samedi prochain, le réalisateur Costa Gavras, et il sera en compagnie de Marie Gillin. Je voulais aussi remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Théo Café. Il s'agit de Vincent Villedieu. Il expose d'ailleurs, si vous êtes intéressé, dans son atelier, c'est sur rendez-vous, hein, c'est un atelier qui se situe à Montparnasse. C'est un autodidacte, il travaille sur la trace, l'empreinte, l'usure. Il utilise des tons noirs, bruns, ocre et rouille. Et c'est particulièrement beau. On a trouvé que ça vous correspondait bien. Ça vous va? Ça me plaît beaucoup. Bon, tant mieux. Portez-vous bien. Je rappelle évidemment le livre, mais ça vous l'avez entendu, vous l'avez compris, ça s'appelle Sentinelle de la pluie. On attend le prochain, ce sera dans 2 ans, 3 ans. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tous les 2 ans. Oui. Bon, on vous embrasse tout le monde et on vous remercie beaucoup. Et on se retrouve demain. Portez-vous bien, merci d'être fidèle à Théo Café. On va faire un petit selfie ensemble. Et puis l'émission, bien sûr, elle est rediffusée dans la nuit. Vous pouvez la voir sur France TV en replay. Au revoir. Merci. Alors...